Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous. Et aujourd'hui, une émission spéciale femmes, emploi et numérique. Alors pourquoi les femmes sont aussi peu nombreuses dans le secteur du numérique? Quelles conséquences cela va avoir sur notre société? Et jusqu'où l'intelligence artificielle va modifier le monde du travail? C'est ce que nous tenterons de comprendre avec nos invités. Le numérique pour tous spécial femmes, emploi et numérique, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir de recevoir une femme multiple. Elle a été tour à tour dirigeante de grandes entreprises dans le domaine technologique, ancienne ministre déléguée à l'égalité hommes-femmes et aujourd'hui à la tête du cabinet Leia Partners qui accompagne les dirigeants des entreprises pour relever les défis avec les valeurs que vous incarnez. Elisabeth Moreno, on est ravis de vous avoir aujourd'hui en plateau. Bonjour Vanessa Pérez, c'est un plaisir. Merci. Alors Elisabeth, nous sommes dans un contexte où le marché du travail en général et celui des ingénieurs en particulier est particulièrement tendu et on s'aperçoit subitement que les femmes pourraient y contribuer. Et j'aimerais vous demander pour commencer comment on explique justement cette sous-représentation féminine dans les emplois du numérique. C'est une très bonne question parce qu'on peut penser, avec le faible taux de femmes qui sont dans le monde du numérique aujourd'hui, qu'elles n'y ont jamais pris part. Mais je voudrais juste rappeler que la première femme qui a commencé à coder, c'était justement une femme et elle s'appelait Ada Lovelace. Et c'est 100 ans plus tard que Alan Turing est arrivé et qu'il a mis la lumière sur le parcours de cette femme absolument remarquable. Et je vais commencer par vous donner quelques chiffres parce que quand on regarde la société, on peut se dire mais non, mais les femmes sont partout. Il y a des femmes dans les technologies, il y a des femmes dans les sciences, etc. Mais les chiffres sont têtus et je vais vous partager 3 chiffres. Le premier, c'est 9%. 9%, c'est le nombre de femmes qui travaillent aujourd'hui dans toutes les solutions d'infrastructure et de réseau. Ensuite, 17%, c'est le nombre de femmes qui programment et qui développent dans l'informatique. Et puis 24%, c'est la part des femmes dans les métiers d'expertise et dans les métiers de conseil dans l'informatique. Pourquoi je vous donne ces chiffres-là? Parce que si on a 9, 17 et 24%, donc on a une population de femmes de 51% de la population française. Et quand vous regardez bien, le numérique aujourd'hui est dans toutes nos vies. Du moment où vous vous levez le matin, il y a de bonnes chances pour que vous vous leviez avec votre téléphone et la sonnette alarme de votre téléphone. La manière dont vous vous informez, la manière dont vous communiquez, la manière dont vous travaillez, la manière dont vous voyagez, tout se passe aujourd'hui au travers du numérique. Si on en exclut plus de 50% de ce secteur, on va avoir un problème colossal dans les talents dont on va avoir besoin pour avancer dans le marché du travail. 2, on va avoir des outils du numérique totalement, mais alors totalement masculinisé. Genré, effectivement. Totalement genré. Et ça peut poser quand même quelques questions. Donc pourquoi il y en a si peu? Parce qu'on estime, parce qu'on pense, parce que les parents pensent, parce que les jeunes filles pensent, parce que les femmes pensent que ce sont des métiers exclusivement masculins, alors qu'en fait, ils ouvrent les portes à tous les genres parce que les métiers n'ont pas de genre. Complètement. Concrètement, c'est quoi? C'est un problème d'orientation, d'autocensure, des modèles d'avant qui conditionnent les modèles d'aujourd'hui? On a un problème de représentation. Si vous avez peu de femmes dans un secteur considéré comme masculin, les hommes vont y aller, mais les femmes vont penser qu'elles n'y ont pas leur place. Première chose. Deuxième chose, les stéréotypes et les préjugés. Vous allez croire que le numérique, c'est le geek intéressé uniquement par taper sur son clavier et aller à la recherche du dark, etc., etc. Alors qu'en fait, c'est pas ça du tout. Que vous soyez dans la médecine, que vous soyez dans l'éducation, que vous soyez dans l'architecture, que vous soyez dans l'art, que vous soyez dans la culture, aujourd'hui, tout passe par le numérique. Complètement. Et donc, il faut démystifier ces métiers pour que les gens comprennent que le numérique, aujourd'hui, facilite l'accès à certains métiers, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc, si on n'a pas de représentation et de rôle modèle, si on ne comprend pas quels sont ces métiers derrière le numérique, et si on a des préjugés et des stéréotypes qui font qu'on n'ose pas y aller, et si l'environnement ne le permet pas, eh bien, les femmes n'y vont pas. Alors, au-delà de ce constat, Elisabeth, très concrètement, qu'est-ce qui serait possible de proposer? Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites aujourd'hui, mais vous, votre vision pour justement accélérer et changer ces stéréotypes, parce que ce sont des années d'héritage culturel qui fait qu'on ne peut pas aller dans cette direction. Vous avez parfaitement raison, c'est quelque chose qui va prendre du temps et c'est pour ça qu'il faut planter les graines de manière beaucoup plus volontariste. C'est ce que nous faisons à la Fondation Femmes at Numérique avec nos partenaires comme la Grande École du Numérique, comme Numéum. En fait, il y a plein d'acteurs,
plein d'associations qui existent, mais si nous voulons avoir un impact beaucoup plus fort, il faut justement que nous travaillions davantage ensemble et que nous créions des synergies communes. Le 8 février prochain, par exemple, on va avoir nos deuxièmes assises nationales sur la féminisation des métiers du numérique, où on va attirer des experts comme Denis Jacquet, des experts des grandes entreprises qui sont déjà extrêmement impliquées, des associations comme She Leads Tech qui vont accompagner aussi les structures pour encourager les filles à aller vers ces secteurs-là. Vous avez beaucoup de mentorat qui se met en place. Vous avez beaucoup de femmes qui ont réussi dans le domaine de l'informatique, qui sont trop peu visibles. La patronne d'IBM France est une femme. La patronne d'HP France a été une femme. Dans la distribution, vous avez des femmes. Dans l'intelligence artificielle, Marcel Laliberté, ce sont des femmes. Mais comme elles ne sont pas si visibles que ça, eh bien, on a du mal à les prendre comme modèle. Donc, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a l'éducation. Alors, on y vient parce que là, vous me parlez effectivement de très très belles réunions, des manifestations très visibles, mais tout commence effectivement au sein de la maison, des parents qui éduquent leurs enfants et des enfants qui vont à l'école. Donc, c'est vraiment l'origine. Comment on peut faire évoluer justement cette éducation et les schémas que l'école propose? Vous avez raison de souligner l'importance du rôle des parents dans ce schéma, parce que vous savez que nous sommes le fruit des 5 personnes qui nous entourent. Et donc, parmi ces 5 personnes, il y a d'abord nos parents. Si, à l'école, on vous dit tous les métiers sont accessibles à tout le monde, que vous soyez fille ou garçon, mais que à la maison, votre papa ou votre maman vous dit « mais non, électromécanicienne, c'est pas fait pour toi ». Si vous entendez que l'intelligence artificielle, c'est pas fait pour vous, je sais pas si vous le savez, mais le Haut Conseil à l'égalité a fait une étude récemment qui montre que sur YouTube, devinez le pourcentage de vidéos qui sont sur YouTube qui sont faites par des femmes. Dites-nous le chiffre. 8%. Wow. 8%. Et on se rend compte que les réseaux sociaux véhiculent énormément de stéréotypes et de préjugés sur les femmes. La femme avec son bébé qui pouponne, qui donne le sein, la femme, la bombe atomique allongée sur la plage avec des corps qui n'existent pas dans la réalité. En fait, si les parents expliquent à leurs jeunes filles qu'elles doivent, elles aussi, apporter leur regard sur le monde, leur regard sur ce que sont les femmes, sur la contribution des femmes. Si les jeunes filles peuvent davantage coder, davantage faire des vidéos, c'est extrêmement important pour avoir un équilibre. Donc le rôle des parents, pour encourager leurs enfants à aller dans les secteurs qui leur plaisent. Si leur fille leur dit qu'elle veut faire de la musique, eh ben leur rappeler que Spotify, ça n'existerait pas si le numérique n'existerait pas. Le rôle des parents est absolument essentiel. Alors, et bien sûr, ensuite, vous avez le rôle des enseignants. Exactement. On a beaucoup d'enseignants aujourd'hui qui ne sont pas nés dans un monde numérique, qui sont pas tombés dedans quand ils étaient bébés. Eh bien, si ces enseignants ne sont pas accompagnés, ne sont pas formés correctement pour transmettre ce savoir aux filles comme aux garçons, on ne va pas y arriver. Parce qu'on parle beaucoup de filles, mais il faut aussi dire que les jeunes issus des classes, des quartiers populaires, des zones rurales, sont parfois éloignés de ces moyens. Diversity Days a fait une étude il y a quelque temps qui disait que plus de 80% des métiers du numérique sont à Paris et en Île-de-France. Mais Paris, ça n'est pas le centre de la France. Il y a plein, vous avez Lyon, vous avez Marseille, vous avez Toulouse, vous avez toutes ces villes, tous ces villages, cette campagne, tous ces quartiers populaires qui sont éloignés de ces moyens. Donc il faut vraiment que les associations font déjà ce travail, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi que les politiques publiques ouvrent leur chakra. Je sais que Jean-Noël Barrot travaille là-dessus, mais il faut désacraliser ce monde de numérique, arrêter de laisser croire que c'est juste pour l'élite et que tout le monde mette sa pièce dans la machine ou sa pierre à l'édifice pour expliquer que le numérique est fait pour tous ceux qui sont curieux et qui ont envie de se lancer dans le monde de demain. Alors, vous le dites justement, on a affaire quelque part à un changement générationnel. On a des parents qui ne sont pas forcément informés et qui ont peur pour leurs enfants de les orienter vers quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Donc là, c'est quoi? C'est le rôle des associations, du gouvernement? Qui peut prendre en charge justement cette transition sur lesquelles certains sont informés, mais d'autres auraient besoin d'être davantage informés pour être rassurés? D'abord, le rôle des parents. Moi, je suis une mère et notre rôle, c'est de préparer nos enfants à embrasser l'avenir comme il se doit. Je
je voudrais dire aux parents qui nous écoutent que 3 métiers sur 5 qui existera dans les années qui viennent aura une composante numérique. Donc s'ils veulent garantir à leurs enfants un avenir serein, un avenir digne, un avenir où leurs enfants s'amusent, créent et innovent, il faut absolument qu'ils les encouragent à s'intéresser au métier du numérique. Et même une jeune femme qui veut être, je sais pas moi, qui veut être médecin, qui veut être soignante, qui veut être enseignante, qui veut être architecte, qui veut être dans la mode, elle aura besoin du numérique demain. Ça, c'est vraiment essentiel. Ensuite, oui, les associations ont un travail à faire, mais elles n'arriveront pas à le faire toutes seules. En fait, ni les parents, ni les associations, ni l'État, ni les entreprises n'arriveront seuls à surmonter ces enjeux. Nous avons besoin de travailler main dans la main, collectivement, chacun à son niveau d'expertise pour faire avancer ce sujet dans notre société. Et je veux juste vous rappeler qu'on est la 7e puissance économique mondiale et on est plus en retard que certains pays comme la Tunisie. 50%, plus de 50% des jeunes filles en Tunisie étudient les métiers du numérique. Nous, on est à peine à 20%. En Arménie, vous avez 50% des jeunes filles qui s'intéressent à ces métiers. Qu'est-ce qui fait que nous, en France, on a tellement stéréotypé ces métiers que les jeunes filles n'y vont plus et que le peu de femmes qui s'y intéressent n'y restent pas. Donc, que l'on soit une jeune fille, que l'on soit en reconversion professionnelle, que l'on soit une femme aguerrie, il faut impérativement que nous ancrions dans nos cerveaux que si nous voulons contribuer au développement de notre société à la juste place que nous méritons, il faut nous intéresser au numérique. Vous qui êtes maman, un message directement à nos auditeurs qui auraient des enfants pour leur dire soyez rassurés et allez chercher l'information pour... Alors j'ai 2 messages aux parents, aux papas et aux mamans. Je veux leur dire qu'ils ont un rôle essentiel pour inspirer leurs enfants, pour aller vers l'avenir, plutôt que s'accrocher au passé. Et aux jeunes filles qui nous écoutent, je veux vous dire que j'ai fait des études de droit parce que je voulais défendre la veuve et l'orphelin et que j'ai dirigé de très grands groupes informatiques, technologiques, sans avoir fait d'études d'ingénierie ou de sciences, simplement par ma curiosité. Je sais combien les filles sont curieuses, combien elles sont volontaires, combien elles ont envie de changer le monde et de lui donner du sens. Ça passera aussi par le numérique. Donc donner confiance, ça je crois que c'est essentiel. C'est clé, c'est capital. Quel que soit le métier que nos enfants choisiront, quel que soit le monde dans lequel ils évolueront, ce monde est de plus en plus complexe et il faut que nous les armions des meilleurs outils pour pouvoir réussir. Et ces outils, qu'on le veuille ou non, passeront aussi par le numérique. La prostitution, le suicide des jeunes, ces mauvaises images qu'on peut envoyer du monde qui passent par les réseaux sociaux, les femmes et les hommes ont un rôle à jouer pour le transformer. Elisabeth, vous évoquiez tout à l'heure l'intelligence artificielle. On ne peut pas évoquer le numérique sans l'intelligence artificielle. Et vous évoquiez justement qu'il y a un biais puisqu'elle est codée par des hommes. Est-ce que vous pensez qu'il est trop tard aujourd'hui? On va avoir une explosion d'intelligence artificielle générative en 2024. Est-ce que les quotas sont une réponse ou alors le changement des mentalités reste avant tout... Vanessa Pérez, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Jamais. J'en suis convaincue. Tout est question de volonté et de détermination. Et ça peut rapidement changer, basculer, si, encore une fois, tout le monde prend conscience de ce qui est en train de se passer. L'Europe a pris beaucoup de retard sur les avancées concernant l'intelligence artificielle, mais nous avons toutes les formations, toutes les éducations, nous avons tous les moyens humains, techniques, technologiques pour rattraper le retard que nous avons pris vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis de la Chine. C'est une question de volonté et de détermination individuelle et collective. J'en profite pour dire que Parcoursup a ouvert il y a quelques semaines et c'était vraiment une opportunité pour se renseigner, pour aller un peu plus loin sur toutes les formations numériques qui existent et justement qui sont des options qui peut-être de prime abord on n'oserait pas adopter pour son enfant, mais qu'il faut les encourager en se renseignant et là il y a des choses qui sont très très bien faites. On a à peine 2 à 3 000 filles en France qui vont vers les études des sciences de l'information en France. 68 millions de Français. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Très bien. Donc c'est absolument essentiel. Encore une fois, il faut démystifier le numérique, il faut expliquer ce qu'il y a dans le numérique et il faut expliquer à nos jeunes filles et à nos jeunes hommes que le numérique aujourd'hui est à l'intérieur de tous les métiers qui existent. Donc soyez curieux et vous verrez, c'est un environnement absolument passionnant.
Merci beaucoup Elisabeth, je crois qu'on a bien compris, avoir confiance, être curieux et la réussite sourira très facilement puisqu'il y a des opportunités dans tous les domaines. Merci Elisabeth, pour votre invitation. Je vous propose de marquer une courte pause de publicité et on se retrouve dans quelques instants avec notre prochain invité qui va précisément nous parler de l'emploi des hommes, des femmes dans l'intelligence artificielle et démystifier un petit peu tous ces réalités et ces mythes que l'on peut lire de ci et de là. Le numérique pour tous, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et dans cette deuxième partie d'émission sur l'emploi, le numérique, l'intelligence artificielle, les hommes, les femmes, on va recevoir Denis Jacquet. Denis, bonjour. Bonjour Vanessa. Vous êtes multi-entrepreneur, dirigeant de la société Top Crime et grand observateur du monde du travail. Alors pour commencer, là aussi j'aimerais avoir votre position sur l'intelligence artificielle qui va accompagner de plus en plus de professions, avec notamment ChatGPT que tout le monde commence à connaître, mais aussi d'autres intelligences génératives. Est-ce que l'intelligence artificielle risque de nous prendre nos jobs, Denis, ou alors c'est un fantasme au même titre que l'ont été toutes les technologies avant celle-ci? En fait, ce qui est très triste, mais j'ai l'impression que c'est un phénomène sociétal assez généralisé, c'est que tout reste à la surface dans les débats. C'est-à-dire, alors, ça nous prend tous nos jobs, ou est-ce qu'au contraire, c'est une façon extraordinaire de faire en sorte que l'homme fasse encore mieux ce qu'il faisait avant? Et en fait, c'est pas du tout le débat. Le débat, c'est d'essayer de réfléchir à comment va se distiller cette intelligence artificielle au quotidien, de la vision qui l'anime, si tant est qu'il y ait une vision, parce que ça, on va y revenir rapidement, et de savoir véritablement comment ça va se distiller au fur et à mesure. Donc tous les gens qui vous disent ça va être Doomsday, c'est la fin du monde, en fait ils en savent rien, parce que à moins qu'ils aient une boule de cristal inconnue, ils savent pas. Puis ceux qui vous dire mais non mais vous inquiétez pas, tout se passera très bien, ils en savent rien non plus. Donc du coup la meilleure façon c'est quand même d'essayer de voir des scénarios possibles, de se poser des questions et de se dire en fonction de ces scénarios comment on se prépare. Parce que finalement quand on connaît pas l'avenir, la seule chose c'est de se préparer à toutes les possibilités. Donc la première chose, c'est que je pense qu'il y a vraiment 2 ou 3 phénomènes qu'on doit réfléchir très rapidement. La première, c'est la valeur qu'on va attribuer au travail. Bon, moi, la question que je me pose tous les jours, c'est à partir du moment, très brutalement, où un job est fait en partie, la collecte de l'information, la collecte de la donnée, l'analyse de cette donnée et la prise de décision va être fait par un outil, appelons-le d'IA, pourquoi est-ce que je vais continuer à payer la personne qui le faisait avant pour le même prix? Et moi, la vraie question qui se pose dans les années à venir, c'est celle de la valeur qu'on va attribuer au travail. Et donc, à partir du moment où il n'y a pas de vision, à partir du moment où il n'y a pas une structuration politique d'un côté et puis économique de l'autre, la vision, elle va aller juste vers de la productivité très, très basique. Grosso modo, on me donne des outils, les gars, ils sortent d'une grande école, je les payais 50 000 par an, mais en fait, 3/4 de leur boulot est fait par une IA. Je vais te payer 25 000, mon gars, maintenant. Alors justement, d'un point de vue du dirigeant, on va lui donner moins, ou d'un point de vue du salarié, il va demander plus parce qu'il sait s'en servir? Je pense qu'au bout d'un moment, de toute façon, toutes les jeunes générations vont savoir s'en servir, et à la limite, ils vont s'en servir même sans s'en apercevoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le miracle de ces outils, c'est que vous les utilisez sans même savoir ce qu'il y a derrière. Tous les jours, on utilise un petit bout d'IA, plus ou moins intelligent, mais on l'utilise, on s'en aperçoit pas. Donc, à la limite, toujours, demain, le codeur aura pas besoin de coder parce qu'une partie du codage très simple va être partie de l'IA. Donc, vous utiliserez un outil qui a été codé par, vous savez pas qui, et peut-être par quelque chose. Donc, je pense que la question n'est plus là, c'est vraiment de... Prenons les boîtes d'audit. Bon, déjà, depuis 2-3 ans, on voit que l'audit, aujourd'hui, vous donnez ça à une IA, elle scanne la totalité du bilan d'une entreprise, comme Bercy qui l'utilise et qui regarde la totalité de vos déclarations d'impôts. L'anomalie, elle la voit tout de suite. Avant, un auditeur, il va passer des mois dans l'entreprise, il va sonder 5% des éléments comptables, il va ressortir ou pas peut-être des anomalies. Là, ça va prendre 6 mois. Là, ça va prendre en quelques secondes et quelques minutes. Il regarde la totalité du bilan et il ressort. Pourquoi est-ce que vous voulez que demain, l'IA qui a fait 85% ou 90% du boulot, ce jeune diplômé, homme ou femme qui sort d'une grande école, d'une grande université, on continue à le payer 50 ou 60 000. Vraisemblablement, la tendance va être de dire 2 choses. 1, demain, j'en embauche moins, parce que j'ai plus besoin. Donc, c'est pas que ça tue des jobs, c'est que ça va contribuer à moins d'embauches, ce qui est fondamentalement différent. Donc, l'IA ne va pas tuer les jobs, on ne va avoir besoin de moins de jobs différents de demain, ce qui est assez différent. Et la deuxième chose, c'est que l'économie étant ce qu'elle est, à un moment donné, vos clients vont vous dire « mais vous utilisez l'IA, donc ça vous coûte moins cher ?» Ouais. Cette partie de productivité là que vous avez gagnée, on va la partager ensemble. Bon. Et donc du coup, cette espèce de surcroît qu'on attend de l'IA en termes de productivité, tout le monde va s'en emparer dans la chaîne de valeur. Donc tout le monde restera toujours au même truc. Et quand on regarde la robotisation, l'automatisation, tout ce qui s'est passé ces 20 dernières années,
Vous regardez la productivité, elle est toujours au même stade. Donc pour l'instant, les outils technologiques de ces 20 dernières années n'ont rien changé à la productivité. Et les boîtes ont besoin de faire du profit. Donc je crains qu'à un moment donné, elles disent « j'embauche moins demain ». Et en plus, aujourd'hui, écoute, progressivement, je te paye moins. Deuxième exemple rapide, je suis la sécurité sociale. Le radiologue, il me demande de rembourser son acte à 600, 700 euros. Je dis, mais aujourd'hui, qui est-ce qui analyse cette radio? Ah, la machine. Vous contentez de regarder avec toute votre expérience et votre savoir, effectivement, s'il y a des anomalies. La machine a regardé des trucs que vous ne regardiez jamais en 20 ans parce que vous ne pouviez pas. Votre acte, je vais vous le rembourser 100 euros. Vous gagnez combien avant? 30 000 par mois? Écoutez, désolé, maintenant vous gagnerez plus que 5 000 et considérez-vous bien, puisque selon la doctrine hollandaise d'il y a quelques années, à 4 000, vous êtes de la classe moyenne et vous êtes déjà riche. Donc, c'est la dévalorisation du travail, la dévalorisation du coup des classes moyennes et des classes hautes, ce qui fait que dans une société qui s'appauvrit déjà globalement, vous désescaladez la richesse encore un petit peu plus vers le bas. Moi, c'est ça qui m'inquiète beaucoup plus que la disparition des jobs. C'est très important, là, vous soulignez un signal faible très important, mais je crois qu'il y en a un autre aussi. Est-ce qu'il n'y a pas l'apparition, on va dire, d'une entreprise à deux vitesses, ceux qui vont être hyper visibles parce qu'ils manient très très bien l'intelligence artificielle et donc vont apporter une énorme performance, et ceux qui n'auront pas la capacité justement d'être à l'aise, et une fois de plus, ce gap entre ces deux types de population va augmenter et va déclasser une certaine partie de la population. Oui, c'est possible, mais à nouveau, effectivement, quand on parle du numérique, et Elisabeth en parlait tout à l'heure, dans le numérique, il y a ceux qui codent, qui sont dans l'informatique, mais le numérique, il y a tout ce qui l'accompagne. Le marketing, les RH, tout le monde est impacté par ce qui se passe avec l'IA. Tout à l'heure, moi, je fais une intervention pour une grande société, etc., sur l'impact sur les RH. Il est monumental. Et c'est pas des codeurs, c'est pas des programmeurs. Ils ont une formation littéraire. La plupart du temps, ils s'occupent. Donc, ce qui est vraiment important, c'est qu'en fait, il y a deux choses. La première, c'est que beaucoup vont utiliser l'IA partout dans le monde parce qu'ils n'ont pas le choix, notamment les sociétés qui n'ont pas de démographie, mais le monde entier commence à ne pas avoir de démographie. Donc le Japon, la Chine, etc., depuis longtemps se préparent. C'est pas qu'ils veulent tuer des emplois, c'est qu'ils n'ont pas assez de jeunes pour les prendre. Donc de toute façon, ils automatisaient, ils robotisaient, et maintenant, l'IA va prendre des jobs qu'ils ne pourront pas faire prendre par des hommes parce que ces hommes et ces femmes ne sont pas là, il n'y a pas d'enfants. Bon. Et donc, du coup, le déclassement va plutôt se faire par nivellement de typologie, d'expertise. Tout le monde va avoir les mêmes outils. Donc, on pourrait se dire, si on a tous les mêmes outils, on a un problème parce qu'on pourra plus différencier. Si on a même les mêmes outils, toutes les boîtes ont les mêmes outils, la machine va leur proposer les mêmes scénarios, Donc, comment on se différencie? Mais c'est quand même les hommes qui vont faire la différence parce que tous ces hommes et toutes ces femmes qui vont implémenter ces technologies vont avoir ce petit génie qui va faire que – demain, on sera meilleur que la compétition. Oui, j'avais le même fusil pour tuer, c'est pas très terrible comme comparaison. J'avais même le même outil pour me départager sur le marché, mais c'est l'exécution. Et on le voit bien avec les startups. Vous investissez dans 10 startups, il y en a une qui réussit parce qu'elles avaient les mêmes outils, la même idée, le même environnement, mais il n'y en a qu'une qui réussit. Pourquoi? Parce qu'elle l'a exécuté. Donc c'est quand même les hommes et les femmes qui vont faire la différence. Mais la question à se poser, c'est est-ce qu'il y en aura suffisamment qui seront sollicités pour avoir un job pour le faire? Et qu'est-ce que vont faire les autres? Alors, la grande question également, ce sont comment, justement, les organisations vont accompagner efficacement ces transitions. Vous évoquiez deux signaux faibles, mais est-ce que ce problème est pris en compte? Est-ce qu'on a une vision sur ces sujets-là, vous qui voyez beaucoup d'entrepreneurs? Ou alors, pour l'instant, on essaye de manière un petit peu à tâtons de trouver des solutions opportunistes? En fait, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a deux choses. D'un côté, avec l'IA, on a une culture de la performance. Alors, déjà, aux États-Unis, là, depuis quelques années, là, ça se calme un petit peu, mais en France, encore beaucoup plus, malheureusement, d'ailleurs. J'ai mis de l'IA dans mon PowerPoint, donc j'ai trouvé des investisseurs. Bon, qu'est-ce qu'il y a vraiment? On s'en fout. Donc au CES, là, on parlait d'IA cette année. Donc tu mets n'importe quoi avec IA dessus. Tu sais, il y avait je ne sais pas si vous vous rappelez des années 90 où l'Internet apparaissait. Il y avait ce sketch très marrant qu'on avait vu dans la presse où il y avait deux mendiants dans la rue. Il y en avait un qui avait personne et l'autre, il y avait une centaine de personnes qui donnaient. Et l'autre, il avait mis mendiant.com. Donc du coup, en gros, c'est ça avec l'IA. Aujourd'hui, tu mets IA, on te donne de l'argent. Donc moi, ce qui m'inquiète là-dedans, c'est que tous ces gens-là, ils sont très bien, mais ils ont une culture de la performance. On va faire n'importe quoi du moment que ça fait de l'argent. Ça va créer des problèmes de job, ça va créer des problèmes de DM. Il y a des biais cognitifs parce qu'on n'embauche que des mecs. On s'en fout. Il y a des investisseurs qui ont investi. Maintenant, il faut délivrer. Et donc, les notions d'impact, de responsabilité sociétale. Alors, si on a été dans les interviews, oui, alors j'ai mis en place, en fait, bullshit, rien du tout. Et puis, de l'autre côté, quand nous, on a commencé à travailler avec la fondation des One sur l'IA et les jobs il y a 5 ans, j'allais voir les quelques grands dirigeants que je connais, je leur dis, mais
vous vous préparez quand? Dit Denis, nous, notre culture, c'est le trimestre, c'est pas dans 5 ans. Donc l'IA, on sait même pas ce que ça va donner dans 5 ans. Donc cette préparation qui était indispensable, personne ne l'a faite. Donc maintenant, ça tape très fort et très vite. Et tout le monde est en apnée en se disant, vite, donnez-nous un peu d'oxygène parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Alors, comme le disait Elisabeth, c'est jamais trop tard, mais là, quand même, c'est un peu tard. Alors, quand vous entendez surréaliste, moi, j'arrive à Paris lundi matin, je suis interviewé sur une radio et j'entends Ursula, que je ne supporte pas, la présidente de la commission, qui est juste, pour moi, une nullité absolue. C'est-à-dire, on a aussi un problème avec les femmes, alors heureusement pas avec Elisabeth. La plupart du temps, quand on les met au pouvoir, on met les plus nuls. Je me souviens d'un discours avec Sarko à un moment donné, il disait au MEDEF, pourquoi voulez-vous qu'on vous entende? Vous mettez toujours les plus mauvais d'entre vous. Bon. Et c'est malheureusement souvent le cas. Ursula dit, ah oui, l'IA, il faudrait commencer à redoubler les efforts. Mais je dis, redoubler 2 fois 0, ça fait toujours 0. On n'a rien mis sur l'IA, donc vous pouvez même quintupler. 5 fois 0, ça fait 0. En 2024, elle commence à se dire que l'IA est un sujet pour l'Europe. Enfin, c'est désespérant. Un petit peu tard. Donc, du coup, personne ne se prépare et l'Europe n'a pas investi. Et aujourd'hui, l'IA, c'est les États-Unis, la Chine, un petit peu Israël et la Corée, et c'est fini. Alors j'allais vous poser la question, vous l'avez devancé, mais vous qui voyagez beaucoup et qui vivez aux États-Unis, quand vous revenez ici en Europe, vous dites, alors même si Elisabeth dit rien n'est jamais trop tard, changer la mécanique, il y a toujours une inertie. Comment vous évaluez l'Europe vis-à-vis des États-Unis et de la Chine? Et est-ce qu'il y a des leçons et des enseignements à tirer de leur comportement? C'est-à-dire que la Chine, on la pointe toujours du doigt pour les raisons politiques qu'on connaît, mais il faudrait essayer d'oublier de temps en temps ça et se dire, mais comment ils ont, depuis Deng Xiaoping, fait une économie qu'Efoulier qualifiée de gladiateur, c'est-à-dire de gens qui se battent tous les jours pour créer les plus belles boîtes du monde. Ce serait quand même intéressant d'aller voir ça de temps en temps. Bon. Aujourd'hui, on parle encore des GAFAM en Europe. Ah, les GAFAM, qu'est-ce qu'ils font les GAFAM? Mais qu'est-ce que font des boîtes chinoises qui aujourd'hui sont plus grosses pour certaines que les GAFAM? Donc, la première chose, c'est comment est-ce qu'ils ont innové? Comment est-ce qu'ils ont financé cette innovation? Quand Macron faisait un plan à 500 millions l'année dernière pour l'IA, mais même la 30e ville chinoise fait 2 milliards par an d'investissement pour créer un écosystème autour d'elle. Qu'est-ce que vous faites avec 500 millions? Vous achetez 3 baby-foot et un café, puis c'est fini. Microsoft a mis 14 milliards dans OpenAI, donc c'est pas 500 millions qu'il faut mettre. Et on dit, ah bah nous, on a Mistral. Ah bah oui, c'est super, c'est la chanson de Renault, c'est Mistral gagnant. C'est sûr qu'une boîte qui a levé 100 millions, elle va révolutionner. C'est bien, mais des Mistral, il en faut 500. Il en faut 1000 en Europe. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on n'investit pas. Et selon la fameuse blague, voilà, les Américains commencent, les Chinois copient et améliorent, et les Européens régulent, sans faute. Au mois de novembre, qu'est-ce qu'on a fait? Magnifique régulation. Donc, et en plus, qui régule principalement les seuls secteurs où on avait encore une vague légitimité, un vrai savoir-faire. Allez, je te mets quelques chaînes aux pieds supplémentaires, comme ça tu courras moins vite. C'est pas comme ça qu'on fait. Bon, donc du coup, je pense qu'il faut émuler cet investissement hallucinant que font les Chinois et le fait qu'ils payent leurs chercheurs, qu'ils payent les chercheurs qui cherchent ou les chercheurs qui trouvent, pour reprendre les expressions de Gaulle, et puis les Américains qui continuent à valoriser la culture du risque, en se disant, c'est tant pis, on sait qu'on va se planter 10 fois sur 12, mais on y va. Et puis là, vous regardez toute la French Tech, vous regardez, qu'est-ce qui se passe? Un licenciement, dégringolade des valorisations, dégringolade de l'investissement. Au moment où on a besoin de le faire le plus, c'est quand ça va mal qu'il faut investir, c'est pas quand tout va bien. Donc là, c'est le moment de mettre le paquet. Ouais. Merci beaucoup Denis Jacquet d'avoir été parmi nous aujourd'hui. On sait que vous êtes de passage à Paris. Elisabeth Moreno, merci beaucoup pour votre présence. Donc je note la confiance et les convictions dans cette période. Tout est encore possible. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Et pour prolonger la discussion, on se retrouve sur les réseaux sociaux, mais avec modération. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.